À la une ce soir. And we've come to a deal with Canada. They called yesterday and they gave us the points that we had to have. Very fair deal for both. Washington et Ottawa sur le point de signer une entente pour en finir avec la guerre commerciale. On a maintenu notre ligne dure sur la protection de la gestion de l'offre et je suis très confiant. Une confiance qui est toutefois loin de rassurer Québec et le milieu économique. Les entreprises ont besoin de stabilité, elles ont besoin de confiance et c'est ce à quoi on travaille. Et des baisses d'impôts, moins de fonctionnaires et un hymne national québécois. Le Parti conservateur du Québec présente sa plateforme électorale. On ne doit rien à personne. On dit tout haut ce que la majorité pense tout bas. Et surtout, on ne fait pas juste chialer. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon mercredi tout le monde. D'abord, développement majeur dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Une entente serait sur le point d'être finalisée entre Ottawa et Washington. C'est ce qu'a confirmé le premier ministre canadien. Hier soir, le président Trump a annoncé un sursis de 3 jours avant l'application de nouveaux tarifs américains de 50 %. Mark Carney rencontre en ce moment même les premiers ministres des provinces. On va y revenir dans un instant avec le collègue Jean-François. Mais d'abord, Sabrina, les détails de l'entente restent jusqu'ici inconnus. Il y a quelques informations qui sortent au compte-gouttes. Ouais, très difficile quand même de savoir ce qui se trouve dans cette fameuse possibilité d'entente entre le Canada et les États-Unis. Mais il y a des informations qui commencent à fuiter depuis, je te dirais, les dernières heures. Donc d'ailleurs, selon nos collègues de CTV News, il y aurait eu des concessions relativement aux tarifs douaniers concernant l'acier et l'aluminium. Il y aurait donc eu diminution de la part des États-Unis. Et sinon, si on revient plus tôt dans la journée, bien, le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui avait écrit sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu des progrès quand même significatifs qui ont été réalisés dans les négociations commerciales et que même son gouvernement se dirige vers un accord et que ça va apporter une certitude pour la suite des relations commerciales. Et de l'autre côté, quand même, au niveau des États-Unis, Donald Trump a déclaré aussi que l'entente est bonne pour tout le monde, qu'il a obtenu, lui, les concessions qu'il voulait. Il l'a répété d'ailleurs pendant un point de presse, celui qu'on voit là actuellement à l'écran. Et bon, comme on disait, là, on n'a pas beaucoup de détails quand même relativement à cette entente-là, mais aujourd'hui, Donald Trump a dit que les droits de douane qui ont été imposés aux agriculteurs américains seraient retirés. On peut l'écouter. Tariffs will be non-existent for our farmers. Our farmers were paying tremendous tariffs into Canada, and those tariffs are going to be totally eviscerated, down to zero. Bon, et du côté de Washington, bon, c'est dans une certaine quand même unité là, que se sont adressés à la presse aujourd'hui le représentant au commerce américain Jamieson Greer et également, vous le reconnaissez, le ministre des Relations Canada-États-Unis, Dominique Leblanc. Et ce qu'a dit Dominique Leblanc aujourd'hui, c'est que la gestion de l'offre va rester intacte parce qu'on le sait, c'est un des points qui était très important, notamment pour les producteurs de lait, mais également notamment pour les agriculteurs. Alors, c'est ce qu'il a confirmé aujourd'hui le ministre. Et d'ailleurs, en français, Jamieson Greer, qui s'est adressé également à la presse, et lui aussi il a dit que c'est un bon accord. On les écoute. On est très contents. On travaille maintenant à finaliser les textes et les documents, tout ça. Mais en fait, moi, je dois parler avec le Congrès, aussi avec les entreprises, les syndicats. Il faut avoir tous les accords dans le Parti américain. Et j'ai pas d'inquiétude que les producteurs laitiers comme le secteur agricole sera bien protégé. On a maintenu notre ligne dure sur la protection de la gestion de l'offre et je suis très confiant. Mais là, Sabrina, tant que rien n'est signé, les agriculteurs, les entreprises restent quand même dans l'incertitude. Bien oui, parce que c'est quand même un sursis de 3 jours qui a été annoncé. Rien n'a toujours été signé. Donc, notamment, on a les producteurs de lait, les agriculteurs également qui sont inquiets et ceux également qui travaillent dans l'industrie du bois qui font déjà face à des tarifs de 45 %. Un sursis de 3 jours pour nous, c'est un sursis de 3 jours, alors on se retrouve à la même place, mais c'est sûr que ce matin, je suis content qu'on ne paye pas ces sommes-là additionnelles de 50 % sur d'autres produits de la filière forestière, parce que vous comprenez que la filière forestière a été tirée, l'élastique a été tiré au maximum, et puis on est tellement intégrés un avec l'autre, les différents secteurs, qu'on ne pouvait pas. Donc, si jamais il n'y a pas d'entente, le sursis, c'est jusqu'à samedi. Donc, les tarifs de 50 % pourraient entrer en vigueur le samedi à 12h01.
Merci, Sabrina. Je retrouve maintenant mon collègue Jean-François à Québec. Jean-François, la première ministre Christine Fréchette et ses homologues des autres provinces prennent connaissance présentement des détails de l'entente à venir, l'entente qui est sur la table. Est-ce que ça va rassurer les provinces? Parce qu'à Québec, aujourd'hui, on ressentait très bien l'inquiétude des ministres. Oui, évidemment, ce matin, là, on pouvait sentir vraiment l'inquiétude parmi une bonne partie des ministres à qui on a parlé. Même la première ministre Christine Fréchette là, semblait quand même inquiète. Donc, en ce moment, depuis 16h30, elle rencontre Mark Carney avec les autres premiers ministres des provinces de façon virtuelle. Ça devrait durer environ 1 heure, cette rencontre, et on ne sait toujours pas si elle va nous parler par la suite pour faire le point donc sur ce qu'elle aura appris de cette entente. Pour ce qui est maintenant, évidemment, des mesures comme tout ce qui a trait à la gestion de l'offre, ça inquiète bien entendu les ministres ici à Québec. On dit qu'on a mis des points très précis dans nos demandes à Ottawa. On espère qu'elles seront respectées. On ne voulait pas vraiment aller plus loin. Je te laisse entendre des commentaires. On est en discussion constante avec le fédéral et ils savent quelles sont nos positions, quelles sont les lignes à ne pas dépasser. C'est préoccupant, là, ce qui est à risque, ce qui est en jeu, parce que ça pourrait amener des changements économiques très importants et on aura des plans si c'est le cas. On est hyper vigilant. Tant qu'on ne saura pas ce qu'il y a dans une éventuelle entente, on va être en mode rappel. J'ai la confiance que nos lignes rouges ont été entendues. En ce moment, les discussions se poursuivent au fédéral. L'industrie laitière, les transformateurs souhaitent un statu quo. On les appuie là-dedans, puis on ne lâchera pas cette ligne-là. Pendant ce temps-là, le Parti conservateur du Québec, de son côté, a lancé son programme électoral. Oui, un programme qui vise notamment des baisses du fardeau fiscal pour les entreprises, pour les Québécois, pour les jeunes parents également qui viennent d'avoir des enfants. Il y a une partie très nationaliste également. On pense notamment à la création d'un hymne national pour le Québec. Mais aussi, on parle beaucoup d'autonomisme, une mesure qui avait été mise en place par l'ADQ à l'époque, qui a été reprise par la CAQ lors de la campagne de 2018. Mais Éric Duhem l'a bien dit, là, il a quand même été déçu par ce que la CAQ a fait dans ce domaine-là. François Legault a une posture autonomiste au départ. Malheureusement, ses actions, les bottines n'ont pas suivi Babine. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est mis à envoyer des fax à Ottawa, puis qui se ramassait dans des déchiqueteuses au bout de 15 minutes, puis il n'y a eu aucun gain concret pendant le temps où la CAQ a été au pouvoir. Le fait de parler pas juste d'une seule voix au Québec, mais de parler avec d'autres provinces, avec nous, de bâtir un rapport de force, ça serait déjà beaucoup mieux. Le Québec n'a pas investi là-dedans. Le gouvernement de la CAQ n'a pas bâti de pont avec les autres provinces. Éric Duhem a l'intention de dévoiler d'autres détails de sa plateforme électorale au cours des élections, bien entendu. À noter qu'au cours des dernières minutes, on a appris le départ d'un ministre de la CAQ, Benoît Charette, qui a annoncé sur sa plateforme X qu'il n'allait pas se représenter lors des élections. Merci Jean-François. Et on poursuit en politique provinciale avec notre collaborateur. Bonjour Alain. Bonjour Marc-Claude. Ouais, on va parler justement de Benoît Charette qui vient d'annoncer qu'il n'allait pas se représenter, actuel ministre des Transports. Oui, actuel ministre des Transports, qui avait fait le saut vers la CAQ. Il avait été élu la première fois en 2008 sous le Parti québécois, sous la bannière, été réélu 4 fois. Il avait perdu une fois dans cet intermède-là. Et là, bon, il annonce qu'il quitte. D'après le message qu'il partage sur X, on voit que c'est pour des raisons familiales. Il semble y avoir des défis personnels. Christine Fréchette semblait être au courant. Peut-être que la journée aujourd'hui était propice pour pas qu'on en parle trop non plus, parce que ça reste quand même un autre ministre qui quitte la CAQ en vue de l'élection. Alors qu'on est concentré tellement sur cette guerre commerciale. Tout à fait. Maintenant, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui, on a l'impression, continue de se distancer un peu du projet de référendum en faisant d'autres annonces. Par exemple, l'abolition de Santé Québec. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, il a présenter une partie de son programme électoral, mais il y a vraiment Santé Québec sur lequel on est en train de gratter pour voir quel est l'objectif de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a dit que vendredi, il y a à peu près une quinzaine de minutes sur Facebook, il a annoncé qu'il allait donner plus d'informations, mais sa position est quand même assez claire. Il veut abolir Santé Québec, au même titre que Éric Duhem souhaite le faire aussi de son côté. Donc, quelle est la raison à cela? On sait qu'il veut diminuer la bureaucratie, c'est quelque chose qui est très populaire, mais Éric Duhem est aussi très populaire dans la grande région de Québec, où ces deux partis-là compétitionnent durement pour gagner chacun des votes. Donc, on voit que Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas peur d'affronter la bureaucratie
dans un secteur où il y a le plus de fonctionnaires au Québec, la Ville de Québec et la grande région de Québec. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'inspire finalement d'Éric Duhem, tu penses? Bien, on sent un peu une tendance à aller vers la droite. On l'a senti lors de l'élection d'Alex Boissonneau, dans ses prises de position qu'il a fait. On le voit dans les enjeux identitaires au niveau de l'immigration. Et là, on sent que Paul Saint-Pierre Plamondon veut se démarquer. Il veut aussi faire une grande différence entre l'interventionnisme de François Legault, alors que dans le passé, c'est plus le Parti québécois qui avait cette image-là au niveau politique. Donc, on sent qu'il veut faire du ménage. Il veut démontrer que la CAQ a augmenté la fonction publique au lieu de la diminuer comme ça avait été prévu originalement. Ouais, en même temps, aller couper Santé Québec, c'est encore une autre réorganisation dans le domaine de la santé. Est-ce que tout ça, ça va bien passer? Bien, c'est là l'enjeu. En même temps, lorsqu'on regarde l'objectif qu'avait la CAQ lorsqu'ils ont mis en place Santé Québec, c'était d'être plus efficace, de diminuer les délais et de contrôler l'appareil gouvernemental du ministère de la Santé. Et ils ont rajouté une couche. Les résultats ne sont pas nécessairement là. Donc, je pense que c'est une mesure qui risque d'être très populaire. Il reste à expliquer qu'est-ce qu'ils feront avec les 1100 employés. Ben Est-ce qu'ils les retournent dans le système? Est-ce qu'il y a réellement une économie de système qui va être faite? Donc ça, c'est les questions qu'on va devoir poser. Une petite dernière sur l'hymne national proposé par le Parti conservateur. Est-ce que là aussi, on va aller chercher la fibre nationaliste? Peut-être que là, c'est Éric Duhem qui joue dans les plates-bandes de PSPP, là? Tout à fait. Mais en même temps, moi, je ne suis pas nécessairement convaincu que c'est une bonne stratégie. Il devrait peut-être se concentrer sur ce qui fait sa marque de commerce. Moins de taxes, moins d'impôts, une moins grosse bureaucratie, moins de paperasse, au lieu de s'éparpiller, parce qu'il n'y a personne qui pense vraiment qu'il pourrait être le prochain gouvernement. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Maintenant, il y a du nouveau dans l'affaire de Nouran Rezaï, cet adolescent abattu lors d'une opération policière à Longueuil il y a 1 an maintenant. Les procédures judiciaires contre les 11 jeunes accusés en juin dernier sont suspendues. Le directeur des poursuites criminelles et pénales indique qu'une question juridique complexe a été soulevée suite à l'obtention de nouveaux éléments. Le DPCP a maintenant la possibilité de réactiver des accusations dans un délai d'1 an. En vue de la prochaine élection provinciale, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté aujourd'hui son livre blanc. Il s'agit d'un document qui propose 9 recommandations pour développer le plein potentiel économique, bien sûr, du Québec, mais aussi de la grande région de Montréal. Et pour en discuter, je joins tout de suite Isabelle Dessureau, la présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir, Madame Dessureau. Bonsoir, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Bien sûr, on va revenir sur votre livre blanc, mais d'abord, on ne peut pas passer à côté. J'ai envie d'entendre vos réactions à cette entente qui semble sur le point d'être entérinée entre le Canada et les États-Unis dans cette guerre commerciale. Est-ce que ça, c'est rassurant pour vous, pour vos membres? Bien, écoutez, on se réjouira, j'ose espérer, plus vite que plus tard, dès ce soir, parce que c'est ce que nous souhaitions. Nous souhaitions qu'il y ait une entente. Ensuite de ça, bien, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise vont faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter avec la situation qui va être devant eux. Mais cette incertitude qui pèse depuis si longtemps, elle nous paralysait. Et donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis on pensait que on serait sur la corde raide pour 3 jours. Mais là, bravo aux négociateurs. Mais on verra encore une fois ce que dans l'entente. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour la juger. On s'attend qu'il y ait peut-être eu certaines concessions des deux côtés. Bon, on semblait parler de peut-être de baisse de tarifs dans le secteur de l'acier, de l'aluminium. Est-ce que ça, ce serait une bonne nouvelle? Bien, c'est une excellente nouvelle. On sait que c'était ce qui se faisait le plus mal. Et d'un autre côté, on comprend que ce serait gagnant pour les Américains, puisqu'en matière d'aluminium, par exemple, on connaissait très bien leur manque de capacité de venir combler cette chaîne de valeur que le Québec leur apportait. Alors, oui. Bien, avant de se réjouir, on va quand même entendre la signature finale de ce deal-là. Puis après ça, on pourra vous réinviter pour en parler. Maintenant, j'ai envie qu'on parle de votre livre blanc. Bon, quel rôle peut jouer Montréal, la métropole, justement, dans ce contexte-là plus difficile?
Oui. Bien, écoutez, nous, ce qu'on dit, c'est que la métropole, présentement, joue probablement en deçà de son plein potentiel. Et que si on agissait sur 3 enjeux, c'est-à-dire le cadre dans lequel on évolue, des conditions gagnantes pour faire émerger des nouvelles entreprises, des nouveaux champions, et aussi s'assurer qu'on a les bons talents dans la métropole pour relever les défis, on pourrait justement avoir une contribution économique fiscale au Québec. On sait que 54,6 % du PIB du Québec est produit dans la grande région de Montréal et on pense qu'on peut faire encore plus. Puis on veut faire tout ça en collaboration avec d'autres pôles économiques au Québec. On veut être des leviers pour les autres pôles économiques et vice-versa. En d'autres mots, une métropole forte, une capitale nationale forte et des régions fortes qui jouent ensemble, un peu comme une équipe de hockey, et on compte des buts ensemble pour notre équipe, qui est l'équipe du Québec. Merci beaucoup, Mme Dessureau. Merci d'avoir été là. On va s'en reparler certainement. Au revoir. Par ailleurs, le chef du Parti libéral du Québec a débuté une série de rencontres avec des élus municipaux aujourd'hui. Charles Milliard s'est notamment entretenu avec la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada. Ils ont, entre autres, abordé les crises de l'itinérance et du logement. Les 2 élus ont aussi discuté de l'état des infrastructures et du métro de Montréal. Charles Milliard a d'ailleurs identifié la mobilité comme l'une de ses priorités pour la métropole. Il faut absolument parler du REM de l'Est. On sait que l'Est de Montréal, c'est pratiquement la même population. C'est la mairesse qui le disait que la Ville de Québec. Alors, c'est important d'améliorer la mobilité. Je pense que le projet qui vise à connecter au métro via la station Honoré-Beaugrand est un projet qui m'apparaît peut-être plus raisonnable que de l'amener directement au centre-ville. Alors oui, on en a discuté. Augmenter la mobilité dans l'Est de Montréal, c'est la façon dont on va augmenter la prospérité. Les rentrées scolaires se suivent et malheureusement se ressemblent. À quelques jours du début des classes, il manque toujours 3 000 enseignants dans la province. Et voilà que la Fédération autonome de l'enseignement relève que plus de 16 % des enseignants songent à quitter carrément la profession. L'éducation s'annonce donc un enjeu majeur pendant la campagne électorale. Lélie Mercure. Une consultation de la Fédération autonome de l'enseignement menée auprès de 2400 enseignants révèle que les professionnels du milieu de l'éducation souhaitent surtout un allègement de la charge de travail. Les grands besoins des élèves, avec le manque de ressources, fait que les enseignants pallient à ces besoins-là et c'est là qu'ils s'épuisent. La consultation révèle aussi que 16 % des enseignants ne pensaient probablement pas rester dans le domaine de l'éducation ou étaient indécis. On manque de ressources, donc ça a un impact sur ma tâche s'alourdit et là, je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à faire ce pourquoi je suis venue en enseignement, être là pour les élèves. On intègre de plus en plus de personnel qui n'est pas qualifié ou qui n'est pas totalement qualifié. Et ça, c'est du personnel qui a besoin de soutien. Souvent, on n'arrive pas à gérer la classe, on ne connaît pas le programme, on ne connaît pas les modes d'évaluation. Donc ça nous prend du temps de plus. Et la grande surprise, c'est qu'on voit des gens, comme il a été dit, qui ont 5, 10, 15, 20 ans d'expérience qui nous quittent maintenant, autant comme enseignants que comme direction, là. Donc ça, c'est très surprenant et c'est très inquiétant. Cette consultation est dévoilée alors qu'il reste plus de 3 000 postes d'enseignants à pourvoir au Québec d'ici la rentrée scolaire. Les gens qui l'ont déjà vécu ou qui sont dans des écoles qui ont déjà vécu ce genre de problème-là peuvent avoir une certaine anxiété par rapport à ça. Et puis, naturellement, quand le parent est anxieux, quand le parent est craintif, ben l'enfant le ressent aussi, hein, parce que ça peut ça. 2026, il nous manque 3,5 % d'enseignants. L'année passée, c'était 4,5 % et l'année d'avant, c'était 6 %. Donc, on peut probablement dire qu'en ce qui concerne le nombre de postes qui nous manquent, là, il y a une amélioration là, depuis 3 ans. C'est dans d'autres secteurs de l'éducation où là, il y a vraiment des problèmes. Il y a 12 % de postes d'orthophonistes de libre, 11 % de postes de psychologues, 10 % de postes de psychoéducateurs. Donc, il y a un lien avec le sondage, d'ailleurs. Présentement, les postes, si on regardait juste la proportion des postes inoccupés, c'est beaucoup au niveau des professionnels, davantage que chez les enseignants en termes de pourcentage. Et à quelques jours du déclenchement de la campagne électorale provinciale, les partis politiques marquent leur intention en éducation. Il faut absolument protéger les budgets en éducation puis les bonifier parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'un des facteurs
qui est crucial pour retenir des enseignantes, c'est avoir les services pour les élèves. Nous, on a promis que dans les 100 premiers jours d'un gouvernement libéral, on lancerait des États généraux en éducation. On le sait, puis on l'a mentionné au cours des dernières années. Pour nous, on ne peut pas être aveugle à l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu d'États généraux au Québec. On parle de ce qui est le plus important dans la société québécoise, qui va former nos citoyens, et on se remet même pas en question. La Fédération autonome de l'enseignement appelle tous les partis politiques à garantir un financement constant en éducation. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Et ça a été une matinée difficile pour le réseau express métropolitain et surtout ses usagers. Des interruptions et des ralentissements de service ont affecté plusieurs segments du REM en pleine heure de pointe. En cause, un bris d'équipement à la suite de travaux de maintenance. Un camion a aussi heurté le dessous d'un viaduc sur lequel le train circule près de la gare centrale. Pulsar, l'opérateur du REM, a mené des inspections sur le réseau. Le service a depuis été complètement rétabli. Des épiciers sont visés par une demande d'action collective dans le dossier du sirop d'érable falsifié. Le cabinet d'avocats qui souhaite représenter les consommateurs lésés a entamé des démarches contre les chaînes Metro, Sobeys et Loblaw, ainsi que le groupe Épicia. Le producteur Steve Bourdeau est aussi mis en cause. Au printemps dernier, l'émission Enquête a révélé que du sirop d'érable coupé avec du sucre de canne a été mis en vente. C'est le bas prix de ce produit qui a éveillé les soupçons. Il y a une nouvelle version de ChatGPT pour adolescents qui arrive un peu partout sur le globe, mais qu'est-ce que ça change exactement? OpenAI vient d'en faire l'annonce, ça s'appelle ChatGPT Teens et ça vise les jeunes de 13 à 17 ans. Je me suis fait un compte où j'ai 16 ans et en gros, c'est pas une nouvelle application, c'est la même intelligence artificielle mais avec plus de limites de sécurité. Bon, pour contexte, ça sort pas de nulle part. La dernière année a été marquée par des drames avec des jeunes qui se sont confiés à l'agent conversationnel. On peut penser à la tuerie à Tumbler Ridge où OpenAI n'avait pas alerté la police après qu'un jeune ait parlé de violence et d'armes à feu. Tout ça, ça a amené plusieurs poursuites envers la compagnie. Mais donc, qu'est-ce que cette version fait de différent exactement? En gros, ça va venir limiter les réponses en lien avec la romance, le suicide, la sexualité, la violence, la drogue, etc. Ça, c'était déjà mis en place depuis quelques mois, mais là, c'est officialisé en plus de certains ajouts. Par exemple, il va être très clair qu'elle n'a pas de sentiments ou d'émotions. J'ai testé un peu avec mon compte de 16 ans en demandant le prix moyen d'un joint au Canada. Et j'ai pas eu de réponse parce que le cannabis est un produit réservé aux adultes. Si le compte est lié à celui d'un parent, il y a aussi les contrôles parentaux qui permettent d'ajouter d'autres limites. Il y a par exemple le mode étude qui va agir un peu comme un professeur qui donne pas exactement la réponse tout de suite. Après, il n'y a pas encore de vérification d'âge avec ChatGPT, donc un adolescent pourrait techniquement utiliser la version normale. La compagnie assure néanmoins qu'elle est capable de détecter l'âge d'une personne selon les questions posées et peut balancer automatiquement sur la version mineure pour adolescents. La chapelle ardente en hommage à Oliver Jones se tient présentement à l'Hôtel de Ville de Montréal. Une cérémonie funéraire publique aura lieu d'ailleurs demain. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin. À 22h, on va revenir sur les détails de l'entente à venir entre Washington et Ottawa et aussi les réactions de Québec. À tantôt.